Devant le flot d'images et d'informations déprimantes, inquiétantes, qui inondent chaque jour les écrans de la planète, il est bien difficile de rester optimiste. C'est une réalité incontournable. Dans une économie globalisée, les crises sont mondiales, désastreuses pour la société, pour l'économie et pour l'environnement. Certains prétendent pourtant qu'elles pourraient nous permettre de repenser en profondeur le fonctionnement de nos institutions. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? On peut toujours changer les choses. On peut encore réconcilier l'économie de marché avec des valeurs sociales et écologiques. C'est en tout cas ce que démontrent chaque jour, aux quatre coins du monde, les artisans du changement. Replacer l'homme au cœur du système économique mondial semble aujourd'hui un défi impossible à relever. Ce n'est pas le point de vue de Muhammad Yunus, Tristan Lecomte et Bill Drayton. Ils ont eu l'inconscience de croire qu'ils pouvaient changer les choses. Ils se sont juste donné les moyens d'y parvenir. Et aujourd'hui, ils prouvent tout simplement que c'est possible. Le Bangladesh est un petit État au nord du golfe du Bengale. Cette ancienne colonie britannique figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Ici, il n'y a pas de pétrole, pas de tourisme. Si les sociétés internationales viennent y investir, c'est uniquement pour profiter d'une main-d'œuvre bon marché et d'une législation du travail quasi inexistante. C'est pourtant dans ce pays qu'est né un concept économique révolutionnaire, le microcrédit. Muhammad Yunus est l'artisan et le créateur de ce système. Fait très rare, il a été nominé pour 2 prix Nobel, celui d'économie et celui de la paix. Il obtiendra ce dernier en 2006 pour l'efficacité du microcrédit dans la lutte contre la pauvreté. Je suis revenu des États-Unis, où j'ai étudié l'économie à l'université, en 1972. J'ai trouvé un emploi dans une université du Bangladesh pour enseigner l'économie. J'ai fait cela pendant que la famine frappait le pays, une terrible famine. Les gens mouraient dans les rues en 1974. Pour s'en sortir, les gens doivent emprunter quelques takas, la monnaie locale, à des taux exorbitants. Au bout de quelques jours, ils doivent de nouveau demander un crédit, juste pour rembourser les intérêts. En ces temps de crise, plus on emprunte, plus on s'appauvrit. Devant cette situation insupportable, Muhammad Yunus décide de prêter de l'argent aux plus démunis. Il leur avance juste ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent se sortir d'un endettement sans fin. Quelques semaines plus tard, il est remboursé en totalité. Le principe du microcrédit était né. Il demande alors l'appui d'une banque, mais la réponse est sans appel. On ne prête pas aux pauvres. Je voulais être certain que les gens paieraient régulièrement et sans problème, et c'est ce qu'ils faisaient. Puisque je n'ai pas rencontré de problème, j'ai étendu mon action. J'ai créé une banque parce que les autres banques ne soutenaient pas mon projet. En 1983, nous sommes devenus une vraie banque que nous avons appelée Grameen Bank ou banque de village, seulement pour prêter de l'argent aux pauvres. Et nous avons concentré nos efforts auprès des femmes. L'implication des femmes, c'est la clé de voûte du système du professeur. Il pense qu'elles seront plus motivées, plus fiables que les hommes. À cette époque, c'est une idée subversive. La situation de la femme au Bangladesh est déplorable, particulièrement dans les campagnes. C'est ce que confirme Nourjahan Begun, directrice générale à la Grameen Bank. Elle fut l'une des premières collaboratrices de Muhammad Yunus. Année après année, siècle après siècle, les gens ont pris pour acquis que les filles en grandissant devaient se marier et s'occuper de la famille. Elles allaient devenir mères. À cette époque, au Bangladesh, bon nombre de femmes ne connaissaient pas leur propre prénom parce que personne ne les appelait par leur nom. On les appelait la mère d'Amin, la mère d'Aïcha, la fille de Samsour, peu importe. Elles étaient toujours appelées du nom de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu le genre de situation, de culture qu'il y avait dans ce temps-là. Lorsqu'une fille grandissait, les femmes plus âgées lui disaient « Tu es une femme,
tu dois tout accepter. Tu es une femme, tu ne dois pas tout voir. Tu es une femme, tu ne dois pas parler de tout. Tu es une femme, tu ne dois pas tout entendre. Cela signifiait qu'elle devait jouer l'idiote. Si tu faisais l'idiote, tu pouvais être une bonne épouse, mais vous savez, les femmes ne sont pas stupides. Dès le début, nous avons porté une attention toute particulière aux femmes dans le cadre de notre travail. Je me plaignais souvent que les banques n'allaient pas vers les gens pauvres et que ceux-ci ne pouvaient jamais obtenir un prêt. J'avais des statistiques qui montraient que moins de 1% des emprunteurs étaient des femmes. Les femmes prennent pourtant bien soin de l'argent. Elles savent très bien gérer cette ressource. Elles savent en tirer le maximum. La Grameen Bank a bien connu quelques ennuis financiers depuis ses débuts. Mais elle a toujours su les surmonter, sans jamais s'éloigner de l'objectif de son fondateur, réduire la pauvreté grâce au microcrédit. Aujourd'hui, c'est la deuxième plus importante entreprise privée du Bangladesh. Aujourd'hui, nous avons 7,5 millions de gens qui empruntent dans notre banque et 97% d'entre eux sont des femmes. Nous prêtons plus d'1 milliard de dollars chaque année, de petits montants, seulement en dessous de 150 €. Et qui sont les propriétaires de la banque? Ce sont les gens qui empruntent à la Grameen Bank. Ils en sont propriétaires. Ce sont donc des femmes pauvres qui sont les vrais propriétaires de la banque. C'est comme ça que nous avons fonctionné ces 32 dernières années. L'idée était simple et efficace. Si la banque appartient aux emprunteurs, ils seront plus motivés pour rembourser ce qu'ils se doivent à eux-mêmes. Si à la Grameen Bank, la transparence sur l'utilisation des fonds est une règle d'or, on ne peut pas en dire autant des mécanismes qui régissent les échanges commerciaux internationaux. Pourquoi doit-on payer si cher un produit qui a pourtant été acheté pour une somme dérisoire à l'autre bout du monde? Par exemple, qui gagne quoi sur les tablettes de chocolat que l'on trouve en supermarché? Le marché des matières premières agricoles est mondial et il est l'objet de fortes spéculations financières. Grâce à des machines très sophistiquées et un usage systématique aux engrais chimiques et aux pesticides, les grands propriétaires terriens peuvent toujours s'en sortir. Qu'en est-il pour ceux qui ne disposent que de leurs mains pour cultiver leurs champs et nourrir leur famille? Au cœur de la jungle péruvienne, dans la région de Juan Ruy, Tristan Lecomte part justement rencontrer ces petits producteurs. Son objectif, les aider à jouer un rôle plus important sur les marchés internationaux. Et là, on en voit qui ramènent, je crois, des bananes plantains peut-être qui vont aller vendre au marché. Donc c'est assez incroyable de se dire que les producteurs ont planté les bananiers il y a 18 mois. Et puis maintenant, après la récolte, ils ont construit un petit radeau qu'ils abandonneront à l'arrivée, parce qu'ils ne peuvent pas remonter le fleuve avec. Et ils vont vendre leurs bananes au marché de Juan Ruy. Donc là, ils partent à la dérive pendant à peu près 4 ou 5 heures pour aller vendre ces bananes sur le marché, récupérer quelques sols, l'équivalent de 5 ou 10 € maximum, avec ce régime de bananes, et ensuite payer la barque qui le ramènera à son village. C'est une autre économie. Tristan Lecomte dirige Altereco, une société qui distribue des produits du commerce équitable. Le commerce équitable est une pratique commerciale alternative qui offre aux agriculteurs les plus pauvres une possibilité de vendre leurs produits sur les marchés internationaux à un prix fixe. À Santa Rosa, au cœur de la jungle amazonienne, il est venu rencontrer les membres d'Acopagro, une association de petits producteurs de cacao. Donc le commerce équitable, ça consiste à travailler en priorité avec des petits producteurs défavorisés et grâce à des conditions commerciales avantageuses, favoriser leur développement sur le long terme. C'est un partenariat entre des entreprises comme les nôtres et des organisations de producteurs comme celles qu'on a vues ici pour établir une relation plus juste alors que le commerce international aujourd'hui est structurellement injuste. Tristan Lecomte est diplômé d'une prestigieuse école de commerce. Il a commencé sa carrière au sein d'un grand groupe international, mais il a tout abandonné il y a 10 ans. Il s'est lancé dans l'aventure du commerce équitable avec 10 000 € en poche. J'ai démarré Altereco avec des boutiques parce que je voulais que l'ensemble du circuit soit dans cette démarche intégrale.
Malheureusement, on sait bien qu'aujourd'hui, le commerce de centre-ville, c'est très difficile. Et étant donné que j'avais pas de moyens personnels, développer un réseau de boutiques, ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai pas réussi dans cette voie-là. Moi, j'ai décidé en fait d'aller là où tout le monde fait ses courses. En France, on achète 90% de ces produits de consommation courante dans la grande distribution. Donc j'ai décidé de proposer les produits du commerce équitable aussi dans la grande distribution. Il y a une règle d'or que nul vendeur ne peut ignorer et qui est au cœur de la stratégie de toute entreprise commerciale. Un produit de qualité est toujours un produit qui se vend bien. Le commerce équitable n'échappe pas à cette règle. Comme on paye 50% ou 100% de plus, c'est évident qu'avec cet argent, le producteur il va vouloir réinvestir plus dans son champ et qu'ainsi il va avoir une meilleure qualité de cacao. Quand vous avez une relation de qualité, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, c'est évident. Alors que quand vous ne savez même pas à qui vous vendez et que c'est un acheteur qui passe et qui ne vous considère pas et qui ne vous donne même pas de quoi survivre, qui ne vous permet même pas de couvrir les coûts de production, comment voulez-vous avoir un bon produit de bonne qualité si vous ne payez pas le prix? Ça n'existe pas ça, hein. Le commerce équitable, c'est remettre l'homme au cœur de l'économie, c'est nouer une relation entre le consommateur et le producteur, établir un lien plus direct. Il y a moins d'intermédiaires et donc une part plus importante du prix de vente peut revenir vers le cultivateur. Si le commerce équitable satisfait les agriculteurs, c'est surtout parce que le prix d'achat est garanti. Si les cours internationaux s'effondrent, le prix d'achat équitable reste le même. Si les cours montent, les acheteurs du commerce équitable paieront le prix du marché. Cette pratique commerciale connaît une forte croissance au niveau mondial, même si cela ne représente que 0,02% des échanges sur toute la planète. Pour rester rentables, les entreprises du commerce équitable doivent avoir une gestion rigoureuse, faire des économies là où c'est possible, et en particulier sur le budget publicitaire. La plupart des grandes marques ne savent même pas d'où viennent leurs produits. Ce n'est pas leur intérêt premier. Leur intérêt premier, c'est de créer une histoire un peu artificielle, qui nous plaît d'ailleurs, hein, puisque la publicité marche bien. Nous, on essaye au contraire de créer une vraie histoire avec les producteurs, et c'est ça qui fait que ça crée un intérêt auprès du public ou auprès de nos clients. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. Les médias, à ce titre, jouent un rôle fondamental pour le développement du commerce équitable. C'est en gros eux qui font notre publicité naturellement, en gardant leur indépendance, parce qu'on a quelque chose de vrai à raconter. Et que je pense que c'est ce que tout le monde recherche dans la vie, d'avoir une histoire vraie. Si la société de Tristan Lecomte s'est aujourd'hui développée, c'est qu'il a su faire la part des choses entre l'objectif social qui motive son action et les objectifs financiers qui en assurent le fonctionnement et la pérennité. Altereco est passé de 0 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 ans, alors que dans le domaine agroalimentaire, il n'y a aucune autre entreprise qui a connu une croissance aussi forte. C'est important que nos investisseurs gagnent de l'argent. C'est important que nous, on gagne de l'argent, que les consommateurs soient satisfaits du produit, parce que c'est ça qui va faire que le produit va se développer. Si on reste sur un discours incantatoire, on va se faire plaisir, mais ça ne va pas faire avancer les choses. C'est un challenge ambitieux que de vouloir faire d'une entreprise un acteur de changement, un outil pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. À Washington, aux États-Unis, une organisation internationale en a fait son cheval de bataille. Elle se nomme Ashoka. Elle soutient la création d'entreprises innovantes dans des domaines sociaux comme la santé, la lutte contre les discriminations, les droits de l'homme et plus généralement le développement durable. Un homme l'a pensé et créé en 1981, c'est Bill Drayton. Ashoka joue le rôle de capital risqueur, d'investisseur financier et technique dans des idées, des projets qui doivent avoir un impact bénéfique sur la société. Aujourd'hui, l'une des principales actions d'Ashoka, c'est de créer une communauté mondiale d'entrepreneurs sociaux. Et bien sûr, le pouvoir de cette communauté est beaucoup plus important que celui de tous les individus qui la composent. Bill Drayton est un homme réservé, inconnu du grand public. Pourtant, la presse spécialisée américaine l'a classé parmi les 25 leaders les plus respectables des États-Unis. Il a su convaincre de nombreux chefs d'entreprise de financer l'organisation. Et s'il parvient aujourd'hui à réunir près de 30 millions de dollars chaque année, c'est parce qu'il a mis en place une méthodologie très rigoureuse dans le choix des projets qu'il va soutenir.
Ashoka, c'est plus de 2000 chefs d'entreprise dans plus de 60 pays. On les appelle des fellows. Chacun d'entre eux doit porter une idée innovante, reproductible. Il doit avoir une gestion saine et efficace de sa société, une stratégie de développement à long terme et une économie solide qui garantira son indépendance. Cette entreprise doit avoir un impact sur la société civile et aider à résoudre des problématiques sociales jusqu'alors négligées par les institutions. Pour provoquer un changement, il faut savoir collaborer, particulièrement si vous tentez de changer des pans entiers de la société. Étrangement, tout entrepreneur sait faire cela. Et ce n'est pas difficile. Si vous avez une très bonne idée et que vous la rendez pratique, compréhensible et sécurisée, alors vous pouvez faire ce que tous les entrepreneurs font. Vous pouvez apporter cette idée aux gens qui ont un problème et leur dire « Voilà ce que vous pourriez faire ». Comme le ferait un investisseur privé, l'organisation analyse le projet de candidature qui lui est soumis avec le plus grand soin. C'est ce travail que réalisent les équipes internationales d'Ashoka, présentes dans 25 pays. À Barcelone, en Espagne, le projet du Dr Albert Revel a été remarqué par l'organisation. Ce professeur réputé, diplômé d'Harvard, a mis en place un réseau d'information pour les malades sur Internet. Son idée part d'un constat simple. La communication entre les malades et les médecins est souvent difficile, car ils utilisent rarement le même langage. Mieux comprendre sa maladie, c'est accepter plus facilement son traitement et donc de le rendre plus efficace. Il a aujourd'hui besoin d'aide pour donner une dimension internationale à son projet. Bien, je crois que pour nous, si on considère que nous pourrions devenir des fellows Ashoka, eh bien, ça nous offrirait beaucoup d'avantages. Surtout quand on travaille sur des projets aussi novateurs et qui sont des projets pour lesquels nous n'avons pas beaucoup d'autres exemples. De ce fait, pouvoir connaître d'autres entrepreneurs sociaux, partager des idées, un réseau de contacts, je crois que c'est très positif pour le projet comme pour nous. À vrai dire, au regard de nos aspirations, nous n'attendons de l'avenir que des choses positives. Pour le Dr Revel, la prochaine étape de sélection se déroulera à Bruxelles, en Belgique. Des auditeurs spécialisés viendront passer son projet au crible. L'objectif d'Ashoka est connu de tous. Seules seront sélectionnées les idées les plus prometteuses. Il faut des qualités entrepreneuriales exceptionnelles pour devenir membre de l'organisation. Pour Bill Drayton, c'est la moindre des choses quand on porte des projets qui doivent à leur échelle changer le monde. Le PDG d'une société qui ne comprend pas ce changement stratégique est en grande difficulté. Le vieux modèle de gestion, qui veut qu'un seul président directeur général ou peut-être 3 ou 4 personnes disent à tout le monde ce qu'il faut faire, est mort. Chaque PDG a aujourd'hui un défi stratégique majeur à relever. Il doit réussir à créer une équipe composée d'autres équipes où chaque individu peut, malgré tout, prendre des initiatives en allant dans le même sens. Il aura alors gagné un avantage concurrentiel très important pour son entreprise. À des milliers de kilomètres de Washington, au siège social de la Grameen Bank, un PDG visionnaire l'avait très bien compris. C'est cette stratégie qui a permis à la banque de ne pas être touchée par la crise financière de 2008. L'effondrement des grandes banques et des grandes institutions financières, c'est le résultat de leur avarice. Elles se sont tellement concentrées à faire de l'argent et à créer un monde artificiel qu'elles ont créé un château dans les airs. Et elles ont affirmé que c'était quelque chose de réel. Elles ont pu faire plus d'argent, toujours plus d'argent. Elles ont utilisé les leviers financiers pour faire grossir leurs capitaux. Elles sont allées toujours plus loin. Elles n'ont pas réalisé qu'elles s'étaient considérablement détachées de la véritable économie. Quand une toute petite chose est allée de travers, comme pendant la crise des subprimes, toute la structure s'est effondrée. Mais à la Grameen Bank, nous sommes très près de l'économie, de la véritable économie. Quand nous octroyons un prêt de 50 € ou de 150 €, derrière il y a une vache, quelque chose de réel. Derrière chaque euro, il y a une économie réelle. Obtenir un prêt à la Grameen Bank n'est pas une chose facile. Le processus administratif est complexe, mais c'est un travail qui incombe aux employés, pas aux clients. Jarnat est directrice d'un centre de prêt. Chaque jour, c'est elle qui recueille les remboursements et les demandes de financement.
Elle est logée dans le village, dans un appartement de la Grameen Bank. Jarnat est immergée au quotidien dans la réalité des populations les plus démunies. C'est un des fondements de la philosophie de la Grameen Bank. On ne peut travailler efficacement que si l'on connaît parfaitement ses clients et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La réalité peut s'avérer parfois pathétique. Beaucoup d'entre nous voyons tellement de choses, et seuls les gens travaillant sur le terrain voient ce qu'est la réalité. Peut-être qu'on pourrait penser que je suis jeune, mais j'ai acquis une grande expérience, car j'en ai vu beaucoup. Je partage avec les gens la même harmonie, le même esprit. Nous faisons des prêts, mais ce n'est pas seulement ça, c'est quelque chose d'autre. Les emprunteurs ont des idées et la Grameen Bank les aide à les transposer dans la réalité. Elles ont un rêve, mais elles doivent travailler fort pour le rendre réel. Nous, en octroyant des prêts, nous faisons en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Nous les aidons à planifier leurs projets. C'est pourquoi, après avoir donné un prêt, nous contrôlons aussi la manière dont il est utilisé. Quand nous leur donnons de l'argent, elles peuvent l'utiliser comme elles veulent. Si elles l'utilisent correctement, alors elles n'auront aucun problème. Avant de pouvoir emprunter, il faut former un groupe de 5 personnes. Chacun des membres peut obtenir un prêt, mais tous sont responsables en cas de défaillance. C'est le chef de groupe qui fait la demande du prêt lors de réunions quotidiennes au centre du village. Ces rassemblements sont très ritualisés. La plus grande discipline est demandée aux emprunteurs. La plupart des femmes sont illettrées, elles manquent souvent de confiance en elles. Il a fallu leur donner un cadre, une structure quasi militaire. Cela peut paraître étonnant, mais ça fonctionne. On commence par utiliser des slogans comme « Unité, travail et discipline vont de pair ». Nous devons envoyer nos enfants à l'école. Nous devons garder notre famille et notre environnement propre. C'est ce que nous mettons en valeur. Et les femmes aussi par la même occasion. Nous ne disons pas que toutes les femmes doivent le faire, mais en ce qui nous concerne, cela semble fonctionner. De cette façon, elles ne se sentent plus seules. Elles sont 5, 10, 60, 80. Et quand elles lèvent leurs mains ensemble et qu'elles parlent, leur voix est vraiment puissante. Le prêt que nous octroyons est un véritable prêt, dans le sens premier du terme, de ce pourquoi les banques ont été créées à l'origine. C'est juste un lien entre les dépositaires et les emprunteurs. Nous prenons l'argent qui est déposé et nous le remettons aux emprunteurs pour qu'ils l'investissent dans quelque chose de concret. Il y a de véritables biens derrière cet argent. Nous sommes prêts, très près du véritable concept de ce que doit être un banquier. La Grameen accorde des prêts à des taux faibles, suffisants néanmoins pour assurer le fonctionnement de son infrastructure et dégager des bénéfices. Si les emprunteurs s'appauvrissent sous les coûts du crédit, ils ne pourront pas rembourser. S'ils sont aidés, encouragés à créer de la richesse, alors ils pourront le faire sans problème. Au village, Goulapi est un exemple. Elle a commencé à travailler comme servante pour un salaire de misère jusqu'à ce que la Grameen vienne s'installer à Ghazipur. Il y avait un centre de la Grameen. J'avais l'habitude d'y aller et j'ai observé comment elles rejoignaient la Grameen Bank, comment elles prenaient l'argent, comment elles installaient leurs activités. Quand j'ai compris, alors j'ai joint la Grameen Bank. J'ai travaillé très fort. Personne n'a travaillé aussi fort que moi. Si je n'avais pas travaillé si fort, aurais-je pu faire tout ce que j'ai accompli? Je l'ai fait. Maintenant, mes fils le font. Maintenant, je ne travaille plus aussi dur. Je cuisine, c'est tout. En 18 ans, elle a contracté de nombreux prêts. Le premier lui a permis d'acheter un lopin de terre, puis de développer un commerce, et aujourd'hui, elle a pu acheter un magasin de téléphone mobile dont elle laisse la gestion à son fils.
C'est moi qui ai toujours contrôlé tout ce qui concerne l'argent, les prêts. Les gens du village m'admirent plus qu'avant. Par le passé, nous n'avions pas de reconnaissance. Mais depuis quelque temps, les gens nous invitent. Oui, on peut prêter aux plus démunis. Les banques peuvent prêter aux plus démunis. Les banques, au début, me disaient que les pauvres ne méritaient pas de crédit, qu'on ne pouvait pas leur prêter d'argent, car ils ne le rendraient pas. Je leur ai montré qu'ils pouvaient tout rembourser. Même aujourd'hui, après 32 ans d'activité, notre pourcentage de remboursement est très près de 100%. Ce pourcentage de remboursement est aussi haut grâce à la façon dont le programme de prêt est construit. Je dis alors qu'il est très possible d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer les conditions de la pauvreté, pour aider les gens à s'en sortir. Pour aider les populations les plus défavorisées, il faut de la méthode, des stratégies solides. Alter Eco emploie plus de 40 salariés en France et aux États-Unis. L'équipe est composée de professionnels de la vente, de la gestion, de la communication et bien sûr du marketing. Le jeune PDG sait que c'est une des clés de la réussite de toute entreprise commerciale. Le marketing, c'est un outil, et là, il est au service du commerce équitable. On ne va pas être plus bête que les autres et pas utiliser le marketing pour défendre notre cause. En effet, Nestlé ou les autres marques utilisent le marketing pour mettre l'offre en adéquation la plus parfaite avec la demande. C'est ça le marketing. Donc il n'y a rien de mal dans le marketing fondamentalement. C'est comme l'argent, tout dépend ce qu'on en fait, quoi. Et nous, Alter Eco, on veut utiliser ces outils pour les producteurs. Quand on a changé les paquets de thé, eh bien, les ventes se sont envolées. Quand on a changé les couleurs de nos produits, les ventes ont augmenté. C'est mécanique en fait. Il y a des techniques qui font que, c'est l'objet du marketing, hein, on essaie de percevoir au mieux les attentes des consommateurs et d'y répondre au mieux avec un produit le plus adapté. De retour au Pérou, Tristan Lecomte a amené sa directrice commerciale. En France, c'est elle qui négocie avec les enseignes de la grande distribution. Je vous présente Carole, la directrice commerciale d'Alter Eco, mon entreprise. Elle vend le chocolat, votre chocolat. C'est une personne très importante. J'ai toujours vu chez Alter Eco les commerciaux comme les personnes peut-être parmi les plus importantes de notre métier avec la partie audit. Parce que déjà, il y a très peu de gens dans le commerce équitable qui veulent vendre. Hein, tout le monde veut se poser des questions, refaire le monde, et c'est vrai, c'est très bien, mais il faut être vendeur en fait. Je ne sais pas si c'est une belle chose à vendre, parce qu'on est aussi parfois attaqué justement par notre côté. Ah mais vous êtes des utopistes, vous venez encore avec quelque chose de pur et parfait, mais rien n'est parfait, il n'y a que des méchants dans le monde. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de plus facile qu'autre chose à vendre. La phrase qu'on répète souvent à nos clients, c'est le commerce équitable, c'est pas Disneyland. C'est pas en achetant une tablette de chocolat par an que ça y est, il y a des maisons avec du luxe, avec une vie qui a complètement changé, qui est la même que la nôtre en fait, mais c'est juste prendre les gens avec leurs problématiques et travailler ensemble pour faire mieux en fait. Si on peut vous faire une interview, vous poser des questions sur votre vie, votre famille et le reste. Le commerce équitable a ses propres règles. Au départ, ça ne nous a pas vraiment plu. Mais peu à peu, on s'est adapté. Et maintenant, on peut dire que nous avons intégré les principes du commerce équitable. Nous respectons ces normes et je crois que cela n'a rien de mauvais, au contraire. Les acheteurs du commerce équitable imposent la transparence, le dialogue entre les membres. Et c'est aussi eux qui ont eu l'idée de remettre une prime à chaque agriculteur. Une prime d'environ $150 par tonne. C'est une prime qui est accordée pour qu'ils fassent de la culture biologique. En tant que représentant d'Acopagro et travailleur d'Acopagro, nous recommandons qu'ils cultivent au minimum 5 hectares par agriculteur, pour qu'ils soient tous pareils et qu'ils puissent tous se considérer comme des entrepreneurs.
Rui est la dernière ville avant la forêt amazonienne. C'est là que la production de cacao est rassemblée avant son exportation. Gonzalo Rios est le directeur d'Acopagro. Cette coopérative est devenue le plus gros exportateur de cacao du Pérou. Pour en arriver là, il a fallu améliorer les techniques de récolte, de fermentation. Il a fallu apprendre à respecter les règles sanitaires des pays riches, à homogénéiser la qualité de la production. Les entreprises du commerce équitable sont aussi là pour ça. Donner les conseils qui permettront à des agriculteurs de vendre leurs récoltes en respectant les très complexes réglementations internationales. Une fois que vous avez l'exemple du commerce équitable, vous pouvez envisager le même type d'échange, de collaboration dans d'autres domaines, dans la finance par exemple. Comment, en fait, est-il possible d'avoir un système qui, coûte que coûte, tente de maximiser à la fois l'efficacité économique, la productivité, les valeurs sociales et l'environnement? Il faut pour cela des décisions humaines à tous les niveaux. C'est seulement à cette condition qu'on peut tenter de maximiser ces trois aspects. Et, surprise, de nouvelles formes de marché voient le jour, comme c'est le cas avec les entrepreneurs du commerce équitable. En fait, le commerce équitable est le premier pas d'un long processus de changement. C'est aussi un pas important que le Dr Rövel s'apprête à faire. Un pas de plus vers la reconnaissance de son projet. C'est à Bruxelles que se déroule la sélection des fellows européens. Un collège d'entrepreneurs va étudier précisément les dossiers d'admission. C'est Bill Kelly qui dirige la session. Venu des États-Unis, ce conseiller de campagne du président Barack Obama fait partie du bureau international d'Ashoka. Il est là pour rappeler aux entrepreneurs les critères de sélection qui feront peut-être du candidat un futur boursier de l'organisation. Le principal critère, c'est que la personne doit avoir une puissante idée innovante, qu'il a vu quelque chose dans le secteur social qui ne fonctionne pas, et donc que quelque chose cloche dans la société. Le candidat a une idée qui va peut-être améliorer la société, qui brise un modèle traditionnel pour en établir un nouveau. Le deuxième critère, c'est la créativité. Nous sommes pour une vision créative, de la créativité dans les détails. Même si cela vient d'une personne qui s'est réveillée avec une nouvelle idée sur la façon de résoudre un problème spécifique. Et puis, un autre critère, c'est les qualités entrepreneuriales. C'est généralement le critère le plus difficile. Ce doit être quelqu'un qui a vraiment des compétences personnelles profondes, une certaine tournure d'esprit et beaucoup d'énergie. Il faut être un vrai entrepreneur pour vraiment y arriver. Il y a beaucoup de gens créatifs dans le monde. Un très petit pourcentage d'entre eux peut réellement faire une différence. Ils peuvent vraiment, avec leurs idées innovantes et leur créativité, les mettre en œuvre pour initier un vrai changement. Albert Rövel est à peine arrivé de Barcelone qu'il est reçu par Bill Kelly. Le docteur catalan est serein. Est-ce qu'il y a une preuve que cette approche centrée sur le patient peut permettre d'économiser de l'argent ou au contraire coûter plus cher? Je dois dire que d'après une recherche effectuée par Stanford au Royaume-Uni par l'Office national de la santé publique, on a des chiffres éloquents. En moyenne, un patient bien formé peut réduire le nombre de ses visites et ne pas venir consulter pour rien. Cela permet de réduire le nombre de visites en salle d'urgence de 33%. Et cela augmente le nombre de visites en pharmacie. Notre programme d'enseignement n'est pas basé sur du discours théorique. C'est basé sur de vraies compétences, de vraies capacités. Nous garantissons que la personne qui a pris un de nos cours a obtenu les compétences essentielles pour prendre soin d'elle-même. C'est important de comprendre que notre enseignement n'est pas donné par des médecins, mais par des patients. En fait, c'est un programme qui permet à des patients de devenir des professeurs pour d'autres patients. Après une nuit de sommeil, les candidats vont enchaîner les entrevues. Toutes les 45 minutes, ils rencontreront un membre du panel. Les entretiens sont tenus secrets. Les questions qui seront posées aux candidats peuvent être personnelles et la plus grande franchise leur sera demandée. Le huis clos est une règle d'or.
De retour à Barcelone, le Dr Rovel recevra une bonne nouvelle. Il vient de passer cette étape avec succès. Les projets sociaux sont aujourd'hui de plus en plus nombreux, mais ces projets nécessitent réellement de l'aide de la part d'organisations. Et c'est précisément ce dont notre projet a besoin aujourd'hui. Pour devenir officiellement un fellow d'Ashoka, il reste encore une commission à convaincre, le Bureau international de l'organisation. C'est alors qu'il sera considéré comme un changemaker, un entrepreneur du changement. Il y a un vrai besoin de changement partout, dans chaque chose, chaque domaine. Et plus les choses vont changer rapidement, plus nous aurons besoin de poursuivre ces changements. Peu importe où l'on vit. Si vous vivez simplement votre vie et que quelque part vous voyez quelque chose qui peut être amélioré, faites-le. Un entrepreneur du changement est quelqu'un qui s'est donné la permission de penser « Hey, voilà une idée qui peut rendre les choses plus sympathiques. En plus, je sais quoi faire, je sais comment travailler avec d'autres personnes, je sais comment apporter ma contribution pour provoquer un changement. » Au Bangladesh, Muhammad Yunus a réussi à initier des changements non seulement dans le système bancaire, mais dans d'autres secteurs de l'économie. Il a fondé des sociétés dans les télécommunications, le textile et dans les énergies renouvelables. Chaque entreprise est imprégnée de l'esprit originel qui a toujours motivé Muhammad Yunus. L'économie de marché doit créer des richesses et elles doivent être partagées par ceux qui les ont créées équitablement. S'il investit dans des projets sociaux, ce n'est pas pour faire œuvre de charité, c'est pour créer une économie solide, plus rentable et plus juste. Quand je donne de l'argent, il est utilisé et sert à quelque chose, mais il n'y a pas de suite. La philanthropie ne va que dans une direction. Cela ne peut servir qu'une seule fois. Vous n'avez pas l'opportunité de l'utiliser deux fois. Mais si je sais utiliser cet argent dans le domaine de l'entrepreneuriat social, je crée un commerce qui va accomplir les mêmes objectifs. Cet argent, utilisé dans la sphère sociale, va se recycler. Et parce que c'est du commerce, il ne va jamais disparaître. Il va s'échanger encore. On comprend donc qu'il y a beaucoup plus d'impact si l'on crée une entreprise sociale. Son succès suscite l'intérêt et la curiosité de nombreux chefs d'entreprise, car il prouve que le capitalisme de marché peut s'épanouir dans une voie plus sociale, plus respectueuse des personnes. Il a mis en pratique les principes du développement durable, et cela semble avoir réussi à toutes ces sociétés. Fort de son expérience, il cherche aujourd'hui à partager sa réussite. Nous avons rencontré le président de Danone, Franck Ribot, et je lui ai demandé pourquoi nous ne créerions pas une Grameen Danone au Bangladesh pour qu'il devienne un entrepreneur social. Je lui ai expliqué ce qu'était un entrepreneur social et nous avons tout de suite développé une idée pour produire des yaourts. Il fallait qu'il ne soit pas trop cher pour que les enfants les plus pauvres puissent s'en nourrir. C'est un projet social commun. Danone ne veut pas faire d'argent ou du profit avec ça. Et Grameen non plus. C'est une entreprise sociale. Donc tout ce que nous voulons faire, c'est récupérer l'argent investi. Pourquoi Danone nous a suivis? Parce que Danone partage cette idée que tout n'est pas seulement centré sur l'argent et que nous pouvons également faire quelque chose pour la société. Des gens nous disent « Attention, Danone vous utilise pour se faire de la publicité. Ils améliorent leur image grâce à vous. » À cela, je réponds « Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je crois plutôt que nous utilisons Danone pour faire la publicité de l'entrepreneuriat social. » Éradiquer la pauvreté n'est pas dans les objectifs de la plupart des institutions financières de la planète. Pourtant, c'est bien en obéissant aux lois du marché, en adhérant aux principes fondateurs du capitalisme, que les sociétés du professeur Yunus ont su croître et se développer. La Grameen Bank n'est pas une œuvre de charité. La Grameen Bank est un business comme n'importe quel autre business. La Grameen Bank a des propriétaires comme n'importe quelle compagnie et elle fait des profits comme n'importe quelle autre compagnie. Grameen Bank redonne ce profit aux actionnaires grâce à des dividendes comme n'importe quelle compagnie. Et la Grameen Bank a fait des profits depuis ses débuts. Nous donnons des dividendes à nos emprunteurs. C'est une entreprise aussi saine qu'elle puisse être, sauf que ses propriétaires sont des femmes pauvres.
Pourquoi Mohamed Yunus est-il devenu si important? Ce n'est pas juste à cause du microcrédit. C'est un personnage très important dans ce secteur. Mais ce qu'il a fait en un second temps, c'est de démontrer qu'il était possible de faire un changement social, de le valoriser et de le disperser globalement. Il est devenu le porte-parole, le champion, l'expérimentateur de l'entrepreneuriat social, d'un système économique qui sert des intérêts commerciaux et sociaux. C'est aussi un entrepreneur classique qui a continué à innover, à avancer avec ténacité jusqu'à ce qu'il obtienne l'impact qu'il a aujourd'hui. Hey Bill, ravi de te revoir. Oui, bonjour. Nous avons passé un agréable moment. Nous avons vu 5 candidats, de la France, de la Belgique, et l'un d'entre eux, qui venait d'Espagne, était vraiment très intéressant. Le projet d'Albert Revel sera soutenu par l'organisation. Son efficacité et la solidité de sa structure ont impressionné le panel. Il va pouvoir donner encore plus d'ampleur à son programme d'éducation des patients hors de l'hôpital. Après un long et complexe processus de vérification, les projets les plus aboutis atterrissent sur le bureau de Bill Drayton. Les idées les plus ingénieuses que peuvent mettre en œuvre les entrepreneurs sont souvent extrêmement simples, tout en offrant des perspectives prometteuses dans tous les domaines sociaux. Bill reçoit ce jour-là Bart Wiggins, un fellow belge qui vit en Afrique. Cet homme a monté un projet en Tanzanie qui pourrait aider à résoudre l'épineux problème des mines antipersonnelles. Bart a tout simplement dressé des rats africains à reconnaître l'odeur des explosifs. Comme leur poids n'est pas suffisant pour faire exploser l'engin, les rongeurs se contentent de marquer l'emplacement en attendant leur récompense. Il serait complètement fou de ne pas être optimiste aujourd'hui. Regardez la profonde transformation sociale qui s'est réalisée depuis seulement 300 ans. Environ 1700 entreprises de notre réseau ont eu cette pensée lumineuse. Si vous avez une très bonne idée et que vous la mettez en œuvre, cela va vous rendre heureux. Et donc, d'autres gens vont vouloir faire comme vous. Bill Drayton a d'autres raisons de se réjouir. À certains qui se demandent si le développement durable n'est pas une mode, une tendance, il trouve une réponse chez les élites de demain. Si vous regardez du côté de l'élite d'Harvard, où trouve-t-on la plus grande organisation étudiante aujourd'hui? Ce n'est pas dans le commerce, ce n'est pas dans la finance, c'est dans l'entrepreneuriat social. Cela nous dit deux choses. D'abord que c'est sûrement ce qu'ils souhaiteraient faire de leur vie, mais surtout qu'ils ont senti que c'est une voie pleine d'avenir. Lorsque vous vous intéressez aux jeunes générations, vous verrez que chaque fois qu'elles ont une opportunité pour faire quelque chose de bien, elles s'en saisissent. L'entrepreneuriat social est aujourd'hui une voie qu'empruntent de plus en plus de jeunes diplômés. Il existe même des cursus qui leur sont totalement dédiés dans de nombreuses et célèbres écoles de commerce. Tristan Lecomte est encore une fois sur le terrain, mais avec les étudiants à la fois pour partager son expérience et répondre à leurs interrogations. Ce qui me frappe, c'est de voir par exemple, les produits commerce équitable. On a des photos de locaux qui ont fait leurs produits, mais on se rend compte que les locaux ils sont à l'autre bout de la planète et le fait d'avoir transporté ces produits donc par avion, voilà, ça pollue énormément. C'est un sujet qui nous touche et qui touche les producteurs parce qu'ils sont les premiers observateurs du réchauffement climatique, enfin des dérèglements climatiques. Et donc on a mis en place ce programme d'évaluation, réduction et aussi de compensation en participant donc à la reforestation des terres des petits producteurs pour pouvoir en quelque sorte compenser le dommage collatéral qu'on crée par notre activité. C'est pour la capture de carbone que nous achetons les arbres, pour que les producteurs les plantent et qu'après ils puissent vendre des crédits carbone. Plus on plante d'arbres, plus on capture du CO2. Pour chaque arbre planté, Tristan Lecomte paiera à l'agriculteur le droit de rejeter dans l'atmosphère ce que l'arbre va capturer de gaz carbonique durant l'année.
C'est ce qu'on appelle un crédit carbone, et sa société va l'utiliser pour diminuer l'impact de la pollution liée au transport du cacao jusqu'en Europe. Ainsi, s'il veut respecter la nature, il doit planter un arbre à chaque fois qu'il produit 1019 tablettes de chocolat. Tristan Lecomte peut dès lors ajouter une nouvelle valeur à son produit. Il était bio, équitable, mais en plus, il n'a aucun impact négatif sur l'environnement. Une façon ingénieuse, rentable et écologique de mettre en lumière son chocolat dans les rayons. Bonjour, ça va? Voilà. C'est l'hembra de mi ou non? Vous vous souvenez de moi? Oui, vous êtes déjà venu l'autre fois, non? Oui, oui. Ah oui, mais aujourd'hui vous ressemblez plus à un gringo. Ah, c'est Dans cette région, la principale culture a longtemps été la coca. Cette plante permettait d'assurer un revenu de subsistance, mais dans un climat de violence et d'insécurité que les agriculteurs n'ont pas oublié. Podemos decir que hemos vivido dentro la coca, ¿no? Decimos que nosotros también hemos tenido nuestros cocales. On peut dire que nous avons vécu de la coca. On a eu, nous aussi, nos champs de coca. Mais vous savez, cette culture ne nous promettait pas un bon destin. On vivait dans le village, mais on devait le fuir lorsque les guérilleros arrivaient. Entonces mi esposo, que está a mi lado, entonces él empezó a comprar la droga, ¿no? C'est alors que mon mari a commencé à acheter de la drogue et on a eu cette vie que je n'aimais pas. Et puis on s'est mis à élever des cochons. On était pauvres. On a commencé à faire les plantations de cacao en défrichant la forêt. Et pendant ce temps, on a fait pousser des bananiers. Entonces en eso que estábamos criando que estábamos sembrando ya para esperar que crezcan las plantas, sembrábamos Avec la vente des bananes, on a nourri nos enfants et ensuite on a eu la première récolte de cacao. Con el plátano que vendíamos nosotros, les sustentábamos a nuestros hijos. Y en eso vino ya la cosecha. Ahora maintenant on vit mieux. Le cacao a amélioré notre vie. Maintenant, on a de quoi faire vivre nos enfants. Et j'en ai même un à l'université. La coca rapportait environ 3 000 € par an aux agriculteurs. Avec le cacao, c'est 5 000 €. C'est sans doute grâce à la sécurité et aux primes qu'apporte le commerce équitable que les agriculteurs de l'Alto Guayabamba sont aujourd'hui des agriculteurs bio et qu'ils participent à leur échelle à la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont gagné quelque chose que la culture de la coca leur avait enlevé, un profond sentiment de fierté. Si les produits du commerce équitable ont trouvé leur place dans les grandes surfaces, c'est surtout grâce à la pression des consommateurs. Les clients veulent mettre du sens dans leurs achats. En achetant équitable, chacun peut se dire qu'il a fait quelque chose de bien. Si certaines grandes marques cherchent d'ailleurs à s'engouffrer dans ce marché, elles vont devoir opérer une vraie révolution dans leurs pratiques commerciales. La priorité des grandes marques a été le profit et non pas les retours pour les producteurs. Les autres produits des grandes marques, ils viennent bien des petits producteurs aussi, puisque c'est eux qui font la plupart des produits qu'on trouve dans le domaine agricole. Hein. Sur les 1,3 milliard d'agriculteurs dans le monde, il y en a 1 milliard qui n'ont que leurs mains pour cultiver. Ce milliard d'agriculteurs, avec leurs familles, ils représentent 4 milliards d'individus, donc 2 tiers de la population mondiale. Et c'est bien eux qui font la plupart des produits agroalimentaires que l'on consomme. Et ces gens-là, leurs intérêts ne sont pas défendus parce qu'on défend avant tout l'intérêt de la marque, mais l'intérêt de la marque pour elle-même et non pas pour l'homme ou pour l'environnement. Muhammad Yunus, Tristan Lecomte et Bill Drayton ont en commun la volonté de vouloir redonner une place prépondérante à l'individu au cœur même du capitalisme. Chacun d'eux a trouvé un moyen d'exprimer sa volonté d'entreprendre, de créer de la richesse, sans que leur société ne soit responsable de dommages collatéraux, qu'ils soient sociaux ou écologiques. Leur vision de l'économie de marché est aujourd'hui très marginale, même si leur réussite prouve qu'il existe de réelles opportunités pour un fonctionnement plus juste de nos économies. Faire de l'argent pour finalement faire encore plus d'argent? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi devrais-je toute ma vie faire de l'argent? Pour faire quoi? Pour accomplir quoi? Une entreprise qui se base sur le profit peut faire de moi un homme riche.
Mais avec une entreprise sociale, je peux apporter un changement sur la planète. On a tendance souvent à opposer philanthropie et capitalisme, la droite, la gauche, tout ce qui peut créer des dissensions, alors qu'au contraire, il faut essayer de trouver la réunion, le consensus. Il ne faut pas opposer les gens, au contraire, il faut essayer de voir tout ce qui les réunit. Il y a une chose fondamentale qui les réunit, c'est leur volonté de changer le monde, justement. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, à ce moment de l'histoire, avons l'immense opportunité d'aider le monde, parce que nous sommes dans une période de transition. Nous devons réinventer notre façon de gérer, de diriger, notre façon de tout organiser. Nous devons nous en donner la permission et grandir pour devenir de réels et très performants artisans du changement. C'est très partagé. Il n'y a pas plus partagé que ça, de vouloir changer les choses et d'accepter de se faire un peu plus petit pour justement se remplir plus de plein de bonnes choses.